Trees et Wakers sont deux entreprises de services numériques complémentaires dans l'univers des solutions Microsoft. Trees est une société experte en business intelligence, en data science et en data visualization. Ces consultants interviennent notamment sur des projets basés sur Power BI, mais aussi sur les technologies data dans le cloud Azure et sur la Power Platform. Les Wakers sont consultants spécialisés dans la sécurité, l'adoption et la personnalisation des solutions cloud au service de leurs clients. Ils vous accompagnent sur des missions d'analyse de risque, de protection de votre environnement, de gouvernance adaptée à votre contexte et de choix d'architecture, sans oublier la création d'applications low-code. Les agences de Trees et Wakers sont basées à Lille, à Paris et à Nantes. Ces sociétés ont noué un partenariat fort autour de valeurs communes, le goût pour l'excellence technologique, le partage des connaissances et une culture d'entreprise fortement axée sur la bienveillance et l'épanouissement des collaborateurs. Nous sommes Wakers et Trees. Déjà, merci à tous d'être connectés. Je vais commencer du coup par vous partager mon écran, de pouvoir vous partager cette jolie présentation que j'ai réalisée pour vous. Bon, ça c'est Wakers et Trees, vous commencez à les connaître avec les petites vidéos qui passent à chaque démarrage de session. Ça, c'est les autres partenaires du Power 365 aujourd'hui. Et ça, c'est moi. Du coup, je suis co-gérant avec Alexandre de la société Wakers. Et du coup, j'interviens chez divers comptes et chez divers clients sur toute la partie gouvernance Microsoft 365, mais pas que, toute la partie architecture et ainsi de suite. Pour vous la faire courte. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est toute la gouvernance Office 365. On a tendance, surtout avec cette phase de Covid, à l'avoir un petit peu délaissée, c'est-à-dire qu'on a déployé beaucoup de choses dans beaucoup de sens, sans vraiment se poser la question et sans forcément mettre de règles autour de tout ça et autour de ce déploiement. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'on va reprendre un petit peu les bases. On va voir un petit peu comment traiter tout un sujet de gouvernance de bout en bout, et puis je vais vous donner quelques tips et astuces, et surtout quelques outils qui aujourd'hui fonctionnent bien et en tout cas, on fait leurs preuves dans un projet de gouvernance et dans la gestion d'une suite Office 365 ou Microsoft 365 pour être un petit peu plus large. Première question que j'allais vous poser, est-ce que du coup vous m'entendez bien et est-ce que vous voyez bien le PowerPoint? Est-ce qu'il n'y a pas de souci particulier technique, histoire de ne pas reproduire alors la petite erreur d'Amélie tout à l'heure, une petite erreur, un petit blocage. Donc juste on t'entend très bien, là on ne voit plus ton PowerPoint, mais on le voyait, voilà. Et voilà, et ça c'est bon, ça marche. Ok, super. Merci beaucoup Julie. Tu peux aussi fermer le petit écran réunion, ça sera parfait. Je te fais ça, hop, et voilà. Et je vais prendre le petit pointeur. Alors désolé, hein, c'est toujours un peu plus compliqué, un peu différent du coup de présenter comme ça directement en live dans une session Microsoft Teams que d'être en présentiel, de tous vous voir, de pouvoir échanger avec vous et d'avoir un petit peu de retour en live. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos diverses questions directement dans le chat, j'essaierai d'y jeter un petit coup d'œil régulièrement, histoire de pouvoir répondre à vos questions. Alors comme je disais, le sujet d'aujourd'hui, la gouvernance Office 365, première chose à voir déjà, c'est un peu qu'est-ce que la gouvernance Office 365. Donc nous, on a chez Wakers tendance à la découper en plusieurs points. Le premier point, c'est un peu du classique, c'est une matrice RACI et délégation d'administration. Concrètement, qu'est-ce que c'est une matrice RACI? On le verra un peu plus tard, mais en 2-3 mots, ça va nous permettre de savoir qui fait quoi, de définir les enjeux du projet, le groupe projet, mais également le RACI technique. Hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est en phase de run, qu'est-ce qu'on fait? Qui gère quoi dans la plateforme? Donc voilà, comme je vous dis, on en reparle juste un peu après. Toute une partie sur le cycle de vie des objets. Oui, aujourd'hui dans Office 365 et plus précisément dans l'Azure Active Directory, on a de plus en plus, on a des objets qui diffèrent un peu de ce qu'on pouvait connaître auparavant. On a des nouveaux objets qui sont apparus et la grosse difficulté, c'est de savoir aussi où créer les objets. Donc on en rediscutera pareil un petit peu après. Il faut forcément dans une gouvernance Office 365 définir l'expérience utilisateur. On a vu trop de contextes clients qui aujourd'hui se sont dit
j'ai besoin de déployer qu'un seul service où voilà, je veux juste déployer la messagerie et finalement je déploie toutes les briques de la suite Office et du coup ça porte confusion autour de l'expérience utilisateur. Il y a des espaces, comme je vous dis, dans les nouveaux objets, il y a toute la partie espace collaboratif qui fait son apparition. Avant, on n'en avait pas forcément, ou en tout cas très peu. Là, aujourd'hui, on a quand même une grosse porte ouverte avec Office 365 sur l'ensemble des espaces collaboratifs, que ce soit du SharePoint, du Microsoft Teams et bien d'autres. Mais voilà, on fera un petit point là-dessus sur le cycle de vie, sur comment gérer ces espaces collaboratifs et qu'est-ce qui est important de retenir. On a toute une partie forcément sur l'ouverture au monde, dans la partie partage externe. Aujourd'hui, avec Office 365, on peut partager énormément de choses vers l'extérieur. Quelles sont du coup les règles et les limites qu'on veut mettre en place? C'est forcément des questions à se poser avant de relâcher ou de partager ou de déployer plutôt un outil avec l'ensemble de ses utilisateurs. C'est quelque chose d'hyper important, surtout en termes de sécurité également. Vous allez voir, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans Office 365, aujourd'hui, il y a énormément de portails qui nous permettent d'installer des add-ons ou des applications qui viennent se greffer, entre guillemets, aux diverses applications présentes dans la suite Office 365, que ce soit des connecteurs pour Automate, que ce soit des connecteurs dans Microsoft Teams, que ce soit des add-ons divers et variés. Et c'est pareil, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est une question, on va approfondir le point juste après. Il faut définir bien sûr le plan de suivi d'adoption, d'accord, de savoir un petit peu comment on utilise tout ça. Aujourd'hui, il faut définir ses KPI, savoir qu'est-ce qu'on va voir, surtout qu'est-ce qu'on va suivre. On a trop tendance à se dire que si on fait un clic dans la solution Office 365, que ce soit sur OneDrive, sur Microsoft Teams, voilà, on fait un clic et du coup on a adopté la solution. Je suis en toute transparence pas d'accord avec ce principe parce que je peux avoir fait un clic dans Microsoft Teams, c'est pas pour ça que j'ai compris comment l'outil fonctionne et c'est peut-être pas pour ça que je vais y retourner tous les jours. Et forcément définir le plan de gestion des changements, alors peut-être plus en rapport avec peut-être la session d'Amélie juste avant, mais concrètement c'est de se dire comment je vais apporter le changement dans mes équipes, comment je vais peut-être former les gens ou donner la bonne ou gérer mes cas d'usage pour répondre à mes besoins métiers. Donc ça, c'est tous les points qu'on voit, nous, dans une gouvernance Office 365. En toute transparence et malheureusement, en 45-50 minutes, on ne pourra pas aborder tous les points. Il nous faudrait quasiment une demi-heure à 1 heure par point. Donc voilà, j'en ai choisi quelques-uns. Et si vous voulez échanger sur les autres points, il n'y a aucun souci. Vous pouvez le faire après la conférence ou tout simplement nous envoyer un petit mail chez Wakers. On sera ravis de pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, attaquons sur la partie RACI et gestion du changement. D'accord. Un RACI projet Office 365, j'allais dire, c'est un peu standard. C'est un peu comme tous les projets qu'on peut mener côté IT ou autre sur la partie organisation. Souvent, on a défini dans le cadre de ce projet un sponsor. On a un responsable du côté IT, forcément, pour toute la partie architecture ou intégration technique. On intègre forcément, surtout sur les gros projets de transformation, les RH, parce que ça va avoir un impact sur l'ensemble des utilisateurs et sur la manière de travailler. Toute la partie communication, oui, qui dit projet, dit com autour de ce projet, pour fidéliser les utilisateurs, pour leur montrer les petits tips, les petits trucs et astuces. Et forcément, on intègre quelqu'un de la sécurité, parce que qui dit nouvel outil au sein du SI, il faut forcément le sécuriser. Et vous avez dû voir ça un petit peu avec Alexandre sur les sessions précédentes, sur toute la partie sécurisation de l'environnement Office 365. Que va faire ce groupe? Concrètement, il va définir la vision et les enjeux du projet. Alors, quand on parle vision et enjeux de projet, ils vont définir quel est l'intérêt de ce projet, qu'est-ce qu'on veut voir et quels sont les enjeux qui vont nous dire qu'à la fin, le projet a été un succès ou un échec. Concrètement, on pourrait très bien se dire, dans mes enjeux, ce que je veux, c'est que ma messagerie soit migrée vers Office 365. Et mon groupe projet va devoir faire attention à tout ça et vérifier que toutes les autres briques, si mon seul enjeu c'est de migrer la messagerie, que toutes les autres briques d'Office 365 sont bien fermées. Après, dans Vision Enjeu, je peux avoir un enjeu de collaboration, c'est-à-dire que je veux
forcer mes équipes à collaborer plus, en tout cas voilà, à permettre d'avoir des outils collaboratifs, collaborer plus au sein de mon entreprise pour gagner en travail ou en échange tout simplement pour avoir des équipes un petit peu transverses. Donc là, c'est pareil, il va falloir définir quels sont les bons outils adaptés à tout ça et pouvoir ensuite les déployer. Dans ces cas-là, forcément, on va définir une stratégie de déploiement pour savoir qu'est-ce qu'on va déployer et quel est l'impact de déployer progressivement l'ensemble des outils. On va définir du coup l'expérience utilisateur de tout ça, savoir quels sont les outils auxquels ils vont avoir le droit et à quoi ça va et comment tout ça va matcher et va donner une expérience cohérente pour les utilisateurs. Et ensuite, forcément, je passe sur une partie de déploiement de la solution et accompagnement de mes utilisateurs. Mais je dirais, voilà, c'est ces 4 grands points. Et la gestion d'un projet Office 365, c'est quelque chose que je pense aujourd'hui dans toutes les entreprises, on maîtrise parce que ça ressemble à un projet standard. Ce qu'on maîtrise nettement moins, et là où on est souvent appelé, c'est la suite des événements. Parce que la plateforme Office 365, j'allais dire heureusement pour vous, malheureusement peut-être pour certaines sociétés, elle évolue en permanence. Alors, on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire que tous les mois, tous les 2 mois, on a des mises à jour régulières sur l'ensemble de nos outils, que ce soit sur la plateforme Office, mais aussi les Word, Excel, PowerPoint qui se mettent à jour, Microsoft Teams, j'en parle même pas, qui lui a ses mises à jour, voilà, tous les mois, des nouveaux petits, des nouvelles possibilités, comme aujourd'hui ce joli fond que vous voyez derrière moi, qui n'existait pas il y a 6 mois encore. Donc voilà, tout ça, il faut le prendre en compte, et du coup, il faut mettre en place un nouveau groupe, en tout cas, essayer de garder les personnes du groupe projet qu'on a vu tout à l'heure autour d'Office 365 pour créer un nouveau groupe de run gouvernance. Concrètement, ça veut dire que ces personnes, pareil, ce sponsor, ce responsable IT, RH, com et sécurité, doivent continuer à se réunir régulièrement. Ils vont aussi faire appel à des invités, ça peut être des leaders métiers, des leaders de BU, qui ont des besoins sur des services, qui ont des besoins spécifiques. Donc voilà, donc tout ça, on va prendre les nouveautés de la plateforme Office 365, on va les analyser, on va savoir si les services doivent être ou non déployés, est-ce qu'ils ont une utilité. Donc les invités seront là aussi parce que forcément, moi qui travaille peut-être beaucoup avec les équipes IT, on a besoin, entre guillemets, de des remontées terrain, des remontées, comme je disais, des leaders de métier, des leaders de BU, pour se dire, moi, je voudrais transformer, modifier, je sais pas, ma gestion de planning. Et là, on va être capable, du coup, ce run de gouvernance, de proposer des solutions autour de la plateforme Office 365. Donc en entrée, comme je vous dis, c'est les besoins utilisateurs, c'est toute la partie analyse et adoption des nouveaux services, et puis ensuite, il va falloir que je prenne des décisions. C'est-à-dire que ce groupe va prendre des décisions dans le sens où on va arbitrer à savoir si tel ou tel outil est utile, est utile au sein de l'entreprise et donc doit être déployé. Il va falloir définir le plan de déploiement, et puis il va falloir surtout parler un peu argent, parce que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que la suite Office 365, comme je vous ai évolue, des nouveaux services qui apparaissent, des besoins de déploiement souvent rapides, et on a tendance, nous, à faire nos budgets une année sur l'autre, en se disant, en fin d'année, je vais faire mes budgets pour l'année prochaine. Sauf que la suite, on a du mal à voir aujourd'hui tous les services et tous les besoins qu'on va avoir autour de cette plateforme sur une année. Donc, dans un modèle agile, garder entre guillemets garder son budget, pouvoir faire évoluer son budget assez rapidement pour déployer ou non certains services qui seront présents sur la suite Office 365. Et puis forcément, c'est du grand classique. Derrière, il va falloir que je définisse mon plan de déploiement et l'accompagnement au changement sur ces divers services. Donc, comme je vous dis, la grosse nouveauté, c'est surtout de ne pas perdre ce run de gouvernance qui en tout cas va vous faire gagner du temps sur l'avenir. Pensez aussi à faire que ce groupe se réunisse régulièrement. On préconise tous les 2 mois en moyenne afin d'anticiper les changements de la plateforme et surtout de prendre les besoins métiers et puis de suivre tous les indicateurs qu'on se sera fixés pour suivre l'adoption et l'accompagnement au changement. C'est pour la partie projet. Ensuite, une fois qu'on est dans le run de gouvernance, forcément, on a aussi une partie run technique. Oui, il faut manager, il faut administrer cette plateforme parce qu'il peut y avoir des besoins particuliers, des bugs, des mises en production. Donc voilà, donc on découpe toujours cette phase en quatre grands niveaux, d'accord.
qui vont du niveau helpdesk jusqu'au niveau administrateur, les administrateurs globaux. Donc, commencer par le niveau 4, qui est entre guillemets, pour moi, le plus simple, c'est l'administrateur global de la plateforme. C'est celui qui peut tout faire, souvent et même tout le temps. Je veux dire qu'il est centralisé. C'est sur une ou deux personnes que repose ce pouvoir administrateur global. À noter qu'au-dessus d'eux, à notre sens, il y aura un problème dans la sécurité. Plus on a d'administrateur global, plus on risque des problèmes de sécurité. Alors, excusez-moi. Hop. Le niveau 3, on va retrouver du coup l'ensemble des architectes qui travaillent sur le projet Office 365. Ils sont également centralisés. On va leur faire porter de l'administration ou du super admin autour de services liés à la plateforme Office 365. On aura peut-être l'architecte sur la partie SharePoint, on aura l'architecte sur la messagerie, qui auront un périmètre strict et donné et sur lequel ils vont entreprendre toutes les modifications d'architecture sur ce périmètre. Là où ça devient un peu plus compliqué, ça dépend des groupes et des sociétés que j'ai accompagnées. Alors, on a les administrateurs et on a la partie helpdesk. Ce qui est très bien géré dans Office 365, c'est quand on a un administrateur et un helpdesk qui est centralisé. Ça veut dire que tout repose sur une seule équipe et qui couvre l'ensemble de votre société. D'accord? Donc, ça veut dire que j'ai une équipe donnée, 5-6 personnes sur le helpdesk ou 3-4 admins qui viendront, qui gèrent l'ensemble de la plateforme et l'ensemble des utilisateurs qui se trouvent dans votre plateforme. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est entre guillemets assez simple. Tout peut jouer et tout peut être managé directement sur la plateforme Office 365 avec des rôles d'administration spécifiques, des rôles airbag spécifiques. Et dans ces cas-là, on ne donne que les bons droits aux bonnes personnes sans aller trop loin. Là où c'est un peu plus compliqué et où on a du mal à y répondre avec les outils de la suite Office, en tout cas les délégations d'administration et les airbags de la suite Office 365, c'est quand on a des administrateurs et un helpdesk qui sont décentralisés. Ça veut dire que concrètement, j'ai quelques administrateurs en France qui ne gèrent que la population française, j'ai quelques administrateurs aux États-Unis qui ne gèrent que la population américaine. Et là, ceci, c'est que si on a un tenant unique, et finalement, toute modification que je vais apporter aux tenantes, il y a de fortes chances qu'elle se répercute sur l'ensemble des utilisateurs, que ce soit France ou américaine. Et là, dans ces cas-là, j'ai pas de réponse particulière, à part peut-être dire au SAC helpdesk et aux administrateurs d'avoir un peu de bon sens et de faire attention aux modifications qu'ils font, mais on n'aura pas plus de contrôle sur la plateforme Office 365. Donc c'est là où il est intéressant de se tourner complètement vers un outil différent, un outil qui va venir se greffer à Office 365, et celui qu'on utilise chez Wakers et qu'on pousse ou qu'on utilise et qu'on aime utiliser, c'est l'outil qui s'appelle CoreView, qui aujourd'hui, lui, est capable concrètement, donc sur cette partie Core Admin pour répondre aux besoins et aux exemples que je viens de vous exposer, qui sera capable vraiment de découper les droits, de, entre guillemets, créer, pour les gens qui connaissent, des virtual tenants, c'est-à-dire que voilà, l'administrateur ou le helpdesk américain sera capable de gérer simplement sa population, d'effectuer des actions, et en plus sans donner de droits spécifiques au helpdesk, par exemple, pour pouvoir mener ses actions sur la plateforme Office 365. Donc on ne va pas devoir passer le helpdesk, alors j'exagère un peu, mais passer le helpdesk américain, je ne sais pas, global admin de la plateforme pour pouvoir réaliser ses actions. Ça n'existe pas, en tout cas, c'est pas comme ça que fonctionne la plateforme CoreView. On va être capable aussi de faire une partie de tout ce qui est gestion de licence. C'est une grosse question parce que souvent, quand on est sur un modèle décentralisé, nos pools de licences, ils sont eux par contre centralisés. Donc, on a par exemple 1000 licences pour toute la société. Et avec CoreView, on sera capable de dire les Américains ne peuvent utiliser que 200 licences et les Français peuvent utiliser les 800 licences restants. Et il va y avoir un blocage d'utilisation de licences. Et puis après, je vous laisse découvrir un peu les autres briques, mais concrètement, CoreView, ça va beaucoup plus loin que ça. On sera capable d'avoir toute une partie de sécurisation et de gestion de campagne et d'adoption de la suite Office 365. Donc voilà, pour répondre à ces besoins de helpdesk et d'administration qui sont décentralisés, on va s'orienter vers CoreView qui répond complètement, et j'allais dire à 200%, à ce genre de cas d'usage. N'hésitez pas, c'est pareil, si vous avez besoin d'informations sur CoreView ou si vous voulez qu'on rediscute de toute la partie run technique,
N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas aussi à me recontacter un petit peu plus tard. On pourra discuter aussi et puis prendre vos cas un petit peu de chacun de votre société pour voir un peu comment on peut répondre à tous vos besoins sur la gestion des rôles d'administration. Donc ça, voilà, c'était un petit topo sur toute la partie RACI et délégation d'administration. Chose qui est toute nouvelle, comme je vous disais aussi, c'est la gestion des objets dans Office 365. En tout cas, on a des nouveaux objets dans la suite Office 365 et plutôt, on va dire, côté Azure Active Directory. On savait gérer nos objets côté AD. Maintenant, il va falloir composer aussi avec le cloud. Donc, comme je disais, on a des objets qui existent. On a nos comptes utilisateurs, nos comptes de salle. Ça peut être des comptes guest aujourd'hui qui viennent d'apparaître dans Office 365 et du coup, on ne savait pas les gérer auparavant. On va récupérer toute la partie device, concrètement, la partie serveur, la partie machine, de tout ça. Et on va gérer toute la partie de groupe. Alors, dans l'Active Directory auparavant, les groupes, on les connaissait. Ça peut être des groupes, des groupes de sécurité, des groupes à extension de messagerie. Aujourd'hui, on va un peu plus loin parce que dans Office, on a aussi les groupes Office 365. Et puis après, on a tout ce qui s'imbrique derrière parce qu'il y a quand même pas mal de groupes. On a des groupes de salles qui peuvent gérer des salles, en tout cas qui peuvent donner certains cas d'usage autour des salles. Et tout ça, on ne savait pas, en tout cas, on l'a pas géré, en tout cas, on les a gérés auparavant, on les a gérés dans l'Active Directory, et ces nouveaux objets, on ne les gère pas du tout, ou on a tendance à les oublier. Donc la première chose à faire, et c'est un conseil que je vous donne, c'est vraiment de lister l'ensemble des objets et des cas d'usage liés aux objets. Je m'explique. Par exemple, pour une salle de réunion, comment est gérée aujourd'hui ma salle de réunion, ou comment j'affecte mes membres à l'intérieur d'un groupe. Alors, avant, peut-être qu'on déléguait l'administration et la gestion des membres à une personne. Donc, il va falloir recréer ces groupes correctement et au bon endroit. C'est là où on parle de portée et de type d'objet, de portée par type d'objet, à savoir est-ce que ces objets, il va falloir les créer dans le cloud, est-ce qu'ils sont synchronisés ou est-ce qu'ils sont un peu des deux côtés parce que j'en ai besoin des deux côtés. Et ça va apporter, en tout cas, ça va nous permettre de répondre à nos cas d'usage qu'on aura définis au-dessus. Par exemple, je vous dis, mon groupe, si je le crée dans le cloud, je vais pouvoir déléguer l'administration. Si je le crée dans mon Active Directory en interne, malheureusement, si je le synchronise, je ne vais pas pouvoir déléguer l'administration de ce groupe et pouvoir mettre des nouvelles personnes à l'intérieur. Donc voilà, c'est hyper important et ça va être structurant complètement dans votre projet Office 365 ou en tout cas dans la gouvernance autour de votre projet et la gestion de votre plateforme au quotidien. Troisième chose à regarder, c'est toute la partie forcément processus de création de vos objets. Il y a déjà des choses que vous savez faire, forcément. Créer un utilisateur, je pense que c'est un processus de création qui est plutôt acquis aujourd'hui dans toutes les sociétés. Je sais quelles demandes je dois faire pour créer un nouvel arrivant. Donc soit c'est lié à mes bases de données RH, soit autre. Ça peut être un ticket ouvert au helpdesk ou ainsi de suite. Va falloir prendre en compte par contre la partie Office 365, va peut-être falloir lui attribuer une licence, donc ça va vous demander quand même de gérer, de modifier un peu ce processus de création, ou alors ça va être transformer complètement votre processus de création si vous voulez plus, créer tout ça dans votre Active Directory, mais directement dans votre Azure Active Directory. Il va falloir gérer forcément la suppression de ces comptes et puis gérer toute la partie licensing Office 365 aussi, récupérer la licence qui va bien et forcément gérer toute la partie modification, comment je fais pour changer le display name d'une boîte, comment je fais pour changer, j'ai un utilisateur, une utilisatrice plutôt qui se marie et qui change de nom, comment j'applique ces modifications sur toute la plateforme. Je voulais faire un focus particulier sur la partie gestion des accès invités, d'accord, parce que ça c'est quelque chose, à mon sens, qui est quand même complètement et tout neuf sur la partie Office 365. Alors, excusez-moi, qui est assez neuf sur la partie Office 365 et ça peut avoir un gros impact sur la sécurité de votre plateforme. Dans un premier temps, sur la gestion des accès invités, il va falloir définir la stratégie de partage.
c'est-à-dire comment je partage un document avec mes invités. Est-ce que je peux faire un lien anonyme? Est-ce que je mets un lien anonyme avec une durée de vie? Est-ce que j'ai pas le droit de créer un lien anonyme? C'est-à-dire que je vais forcément devoir citer la personne. Tout ça, ça va être hyper structurant pour votre entreprise et la gestion de la sécurité. Donc on y vient, la stratégie de sécurité. Pareil, comment je vais créer ou comment je gère, entre guillemets, ma liste d'invités. Aujourd'hui, est-ce que j'autorise tout le monde à inviter n'importe qui sur mon tenante? C'est une possibilité. Dans ces cas-là, j'ai très très peu de sécurité, c'est-à-dire que je vais me retrouver avec plein d'invités et je n'aurai pas de durée de vie sur ces invités, à savoir comment je les gère et comment je les accompagne. Par contre aussi, je peux mettre en place d'autres sécurités, de stratégies de sécurité autour de tout ça. Est-ce que je vais demander, en tout cas, gérer un processus que j'appelle un processus de requête et valider avec, en tout cas, mettre tout un process en place qui va me permettre de valider mon invité, mais également le déprovisionning de cet invité pour éviter tout ce type, tous les types de problèmes et d'avoir des personnes qui seraient capables d'extraire de la donnée, d'exfiltrer de la donnée de l'entreprise. Je vais mettre en place forcément une revue des accès. Oui, ce serait bien de savoir mon invité, en tout cas, sur quoi mon invité aujourd'hui a des accès. Est-ce qu'il a accès à beaucoup de fichiers, un espace Teams? Est-ce qu'on lui a partagé des espaces avec des millions de fichiers ou simplement 2-3 fichiers spécifiques? Ça va être hyper important. Et puis, je vais aussi mettre en place une suppression, entre guillemets, de cet invité, à voir après en fonction des sociétés. Mais par exemple, au bout de 6 mois, je fais une revue de ses accès et puis je vois s'il faut le supprimer ou pas. Et forcément, je vais avoir besoin d'un outil de supervision pour superviser tout ça, parce que plein de rapports à droite à gauche, ça peut poser des problèmes. Dans ces cas-là, il vaut mieux essayer de consolider quelque chose qui nous permette d'être très clair sur le nombre d'invités, parce que c'est des questions qui vont arriver très vite, c'est de savoir combien j'ai d'invités actifs, combien j'ai d'invités en cours de suppression. Et tout ça, il va falloir que je mette du coup une vraie roadmap et une vraie vision sur ma supervision. Donc, passez-y du temps sur cette gestion des invités dans la partie gouvernance. C'est quand même quelque chose qui est assez nouveau. Et il faut trouver du coup les bons processus et les bonnes règles à mettre en place autour de la gestion des accès des invités. J'espère que ça va pour cette partie. Je vais pas regarder s'il y avait eu des questions particulières ou pas du tout. A priori, tout va bien. Super, merci. Pas de souci. Alors, enchaînons un peu. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, je peux pas. J'aimerais bien passer beaucoup plus de temps avec vous sur chaque partie, pouvoir designer avec vous des processus de gestion d'invités, de gestion des accès des invités. Malheureusement, avec le temps imparti, on avance un petit peu et je vais vous parler de toute la partie application tierce. C'est vraiment un pan pour moi qui a tendance à poser problème dans une gouvernance Office 365 parce que la plupart des entreprises que j'ai accompagnées, on n'y pense pas. C'est-à-dire que de base, on se dit c'est bien, voilà, je vais mettre Teams à tous mes utilisateurs, donc je sais comment je vais le faire. J'ai fait un peu de gouvernance autour de tout ça, et puis voilà, je mets Teams à tous mes utilisateurs. Et puis là, je me rends compte que dans Teams, il y a un référentiel d'application. Aujourd'hui, en plus, c'est pas très simple dans la suite Office 365 parce qu'il y a au bas mot 8 référentiels d'application autour des différentes briques applicatives de la suite. Dans Exchange Online, dans les groupes, dans SharePoint Online, dans Teams, dans Yammer, dans la partie Azure Active Directory, j'ai des connecteurs, dans Power Automate, j'ai des connecteurs. D'ailleurs, Théophile en parlait très bien tout à l'heure, il nous a montré toute une suite de connecteurs gratuites, payantes. Voilà, et puis j'ai forcément le traditionnel Office Store sur lequel je vais pouvoir télécharger des applications. Alors, le gros risque dans tout ça, concrètement, c'est de se dire, je ferme les yeux, je laisse tout ouvert, et puis mes utilisateurs feront attention, utiliseront ou téléchargeront les applications qu'ils ont besoin. C'est un choix, d'accord? On peut laisser ouvert et les utilisateurs vont télécharger les applications qu'ils ont besoin. La grosse problématique de ça, c'est qu'au bout d'un certain temps, vous allez rencontrer des problèmes de sécurité. Concrètement, il y a des applications qui vont se greffer, qui vont récupérer de la donnée au sein de votre SI ou qui vont peut-être même récupérer la totalité de vos données au sein de votre SI, pour le peu que les applications soient mal configurées ou mal utilisées par vos collaborateurs. Mais
Mais voilà, moi, ce que je vous conseille pour éviter ce risque, ça va être de base de pouvoir bloquer l'ensemble de ces référentiels d'application. Alors, par tous les moyens, et certains connecteurs où c'est une case, on va dire, à décocher dans l'admin center sur la solution, ou ce sera des commandes PowerShell afin de bloquer cet accès aux add-ons. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions là-dessus, pour avoir, on va dire, soit les commandes, soit les petites explications sur comment bloquer le référentiel d'application. On va pouvoir vous aider sans aucun souci. Donc voilà, c'est de se dire, je vais bloquer par défaut. Par contre, je ne peux pas juste bloquer. Comme on commence à le comprendre, la suite Office 365, la suite Microsoft 365 propose quand même un panel d'outils assez énorme et on aimerait quand même que nos utilisateurs puissent en profiter au maximum et puissent se servir de tous les connecteurs, toutes les add-ons, toutes les add-ins liés à tout ça. Donc, il faut prévoir un process qui va nous permettre, entre guillemets, de qualifier les demandes, que l'utilisateur puisse faire une demande, qu'elle puisse être qualifiée et finalement intégrée. Donc là, j'ai pu me permettre de vous designer un processus qui, à mon sens, me semble complètement standardisé. De toute façon, de toute manière, dans les entreprises aujourd'hui, vous avez forcément un processus qui ressemble à ça quelque part. Vous qualifiez déjà, avant l'arrivée d'Office 365, les applications que vous déployez dans le SI. On était, sauf erreur de ma part, et puis après il y a peut-être des cas particuliers, mais on ne laissait pas l'ensemble des utilisateurs installer ou télécharger n'importe quel logiciel sur son ordinateur. De toute façon, de toute manière, aujourd'hui, la plupart des utilisateurs ne sont pas administrateurs de leur poste, donc ils ne peuvent pas installer ce qu'ils souhaitent. Donc, comme je vous dis, c'est un processus assez standard, c'est-à-dire que je vais faire une demande d'application tierce. Le demandeur, forcément, fournit l'ensemble des applications et dans toutes ces informations, forcément, c'est le nom du connecteur ou des besoins, le nom du connecteur, mais aussi et surtout son besoin métier autour de cette demande. Parce que j'allais dire, malheureusement, on ne peut pas connaître, on ne connaît pas forcément bien, et moi le premier, l'ensemble des métiers d'une entreprise. En tout cas, je me fais une idée sur pas mal de métiers, mais peut-être que je me trompe. Et je ne sais pas non plus tous les besoins les besoins au niveau des outils informatiques que ces métiers peuvent avoir. Donc voilà, j'ai toutes ces informations en main. Qu'est-ce qui se passe? Mon run de gouvernance, les gens qui faisaient la gouvernance tout à l'heure, donc les sponsors, les IT, le RH, ainsi de suite, vont qualifier cette demande et regarder si le besoin est réel et si ça s'inscrit, entre guillemets, dans le SI. Sinon, c'est assez simple, on rejette tout simplement la demande et puis on lui dit qu'il y a un outil peut-être qui existe déjà ou l'outil peut être aussi trop cher. Alors, il faut se dire aussi que ça peut avoir un coût de déployer un connecteur ou une add-on et c'est pas prévu sur cette année parce qu'on n'a pas le budget pour le faire. Donc voilà, la demande sera rejetée ou reportée. Si on valide cette demande, on se dit oui, il y a un vrai besoin, l'outil va nous permettre va permettre en tout cas à ce métier et à ces personnes de mieux travailler. Dans ces cas-là, oui, je vais du coup passer le relais à l'équipe sécurité, qui eux vont vérifier si l'application, elle est conforme aux standards sécurité de l'entreprise. Alors soit c'est le cas, soit c'est pas le cas. Soit tout simplement aussi, il peut y avoir un temps d'attente, histoire de pouvoir tester l'application, de vérifier qu'il n'y a pas de problème de sécurité ou de faille de sécurité dans cette application, avant du coup de pouvoir déployer cette application. On va donner ça à l'équipe Run et l'équipe Run va déployer ou intégrer cette application ou cette add-on bien sûr autour d'Office 365. Donc je pense que voilà, ce schéma c'est quelque chose que vous avez déjà vu ou vous utilisez déjà. Par contre, il faut pouvoir l'adapter autour de ces nouvelles add-ons et de ces nouveaux besoins autour de la plateforme Office 365. Donc, pensez simplement à utiliser, parce que c'est pareil, la gouvernance autour d'Office 365, c'est pas une réécriture de tout ce que vous avez déjà fait, c'est plutôt une adaptation de tout ce que vous aviez au sein de votre SI avec cette couche cloud, avec cette couche Office 365 qui apporte son lot d'outils, j'allais dire assez magiques, mais qui apporte aussi quelques contraintes ou quelques ouvertures qui pourraient vous poser des problèmes sur du long terme.
Donc voilà, pour la partie application tierce, comme je vous dis, on pourrait débattre sur tous ces catalogues applicatifs, c'est tous ces référentiels d'applications. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions là-dessus ou si vous voulez qu'on fasse un point sur tous ces référentiels, il n'y a pas de souci, ou sur un bon process pour demander l'ouverture ou la gestion de ces add-ons ou ces applications. Le dernier point que je souhaite aborder avec vous, c'est toute la gouvernance autour des espaces collaboratifs. C'est pareil, ça c'est par contre quelque chose de complètement nouveau quand on intègre Office 365. On n'avait pas forcément autant d'outils collaboratifs. On avait peut-être auparavant du SharePoint, où on gérait des bibliothèques. Ça pouvait être un SharePoint entre guillemets intégré on-prem et pas ce SharePoint online qui nous offre encore plus de possibilités, ou du Microsoft Teams ou des groupes Office 365. Bon, ce qui est bien, c'est quand même que la base de tous les espaces collaboratifs aujourd'hui, c'est quasiment du groupe Office 365 sur la suite Office. Je dis quasiment parce que forcément il y a des exceptions, sinon ça serait pas marrant. Donc voilà, aujourd'hui cette gouvernance Office de 365, les règles de gouvernance qu'on va mettre en place, eh ben, ça va forcément, il faut se poser les questions de la création, de la vie de l'espace, donc la création de l'espace, la vie de l'espace et la fin de vie de l'espace. C'est des choses qu'on a tendance à oublier. Alors la création moins, parce qu'on va se dire tout de suite, ben oui, je veux relâcher les espaces collaboratifs, mais comment le faire correctement? Le parent pauvre de cette partie gouvernance, c'est souvent la fin de vie de l'espace. Ah ben super, on a créé des tas d'espaces équipes, tas d'espaces projets. On y va, on travaille, on travaille, on travaille. Puis une fois que le projet est fini, ben qu'est-ce qu'on fait de cet espace? On répond rarement, en tout cas, à cette question dans les entreprises que j'ai pu accompagner. Par contre, voilà, sur la création, il y a des choses qu'on a mis en place et qu'on sait gérer. Il faut forcément mettre en place un processus de validation. Ça peut être assez simple, ce processus de validation. On peut dire qu'il est quasi inexistant dans certaines sociétés. On se dit, tout le monde peut créer un espace collaboratif, comme ça au moins on a autant d'espace et autant autant d'espace, autant de personnes qui se trouvent dans la société, parce que quand on fait ce choix-là de relâcher les espaces collaboratifs sans processus de validation, je pense qu'on l'a tous vécu, c'est de se retrouver avec des milliers d'équipes qui s'appellent test, parce que tout le monde y va de son petit test. Et ils ont raison, parce qu'ils ont l'opportunité de le faire. Donc moi, je m'en priverai pas non plus. Je serai le premier à me dire, je peux créer quelque chose, je vais le créer, je vais regarder à quoi ça ressemble et voir si j'en ai besoin. Par contre, du coup, en termes de gestion après sur la plateforme Office 365, je vous souhaite tous bon courage là-dessus, parce que quand j'ai mis l'équipe test, allez savoir si il y a un besoin métier ou fonctionnel derrière cette équipe test. Ça veut dire de les rouvrir une par une et de vérifier ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est un travail de fourmi, et quand vous en êtes là, c'est qu'il y a vous allez risquer des problèmes et des fuites de données sur l'ensemble de vos espaces. Donc voilà, ce qu'on aime bien mettre en place, c'est un processus de validation, c'est de se dire à qui je fais une demande, comment je qualifie cette demande, qui valide et qui met à disposition mon espace. Quand je mets à disposition un espace aujourd'hui, dans la suite Office 365, j'ai la possibilité de créer des templates. Alors ça a été très longtemps annoncé sur Microsoft Teams, la création de templates. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Ça nous aide pas mal dans la gouvernance, parce que du coup on peut créer un template d'équipe Teams qui nous va bien, et puis le dupliquer. Donc dès qu'on a une demande, on gagne du temps, on n'est pas obligé de reconstruire tout l'espace, on prend ce template, on le duplique et puis on le met à disposition des personnes qui ont demandé cet espace. Il faut absolument que je mette en place aussi une convention de nommage. Je vous ai pris l'exemple avec les équipes test, mais prenons l'exemple si je crée une équipe qui s'appelle marketing alors que je ne fais pas de marketing. À partir de là, je vais avoir une confusion énorme auprès de mes utilisateurs. C'est-à-dire que moi, qui fais un peu d'IT, un peu de gouvernance, pas mal de métiers divers et variés, mais en tout cas marketing, je suis pas bon là-dedans. Et voilà, c'est-à-dire que oui, si j'appelle mon équipe marketing, tout le monde va venir me parler, ou en tout cas va essayer de m'envoyer des informations marketing sur cette équipe, sauf que c'est pas moi qui gère le marketing, c'est juste que j'ai fait un test et ça s'appelait marketing, parce que j'avais envie de tester. Il va falloir aussi que je gère toute la partie confidentialité. Oui, une chose très simple, entre une équipe qui va reprendre tout mon COMEX et une équipe projet transverse, le niveau de confidentialité dans cet espace va pas être le même.
Donc, je vais pouvoir définir mon niveau de confidentialité. Est-ce que déjà le niveau de confidentialité, je le mets sur l'espace en lui-même, sur cet espace collaboratif, ou est-ce que je le mets jusqu'au fichier? C'est-à-dire que dans mon espace confidentiel lié au COMEX, eh ben, est-ce que je vais dire que tel et tel fichier sont utilisables que par le COMEX, mais le reste de l'espace, je vais y mettre un niveau de confidentialité moindre. C'est quelque chose qu'il faut prévoir dans nos règles de gouvernance. Et définir ces cas entre un cas, j'allais dire, assez standard, c'est des utilisateurs, c'est un métier qui a un besoin spécifique ou un projet spécifique, et dans ces cas-là, j'ai des règles de confidentialité spécifiques, ou est-ce que c'est un espace ultra confidentiel lié à mon COMEX qui a besoin, je sais pas moi, de faire qui travaille sur un rachat d'une société tierce. Dans ces cas-là, il faut forcément que le niveau de confidentialité ne soit pas le même. Il va falloir le définir. Pareil, est-ce que mon espace peut être partagé ou pas vers l'extérieur? Tout transparent, je pense que le COMEX qui fait un rachat d'une autre société, l'espace ne sera pas partageable. Par contre, c'est une question à se poser sur les autres types d'espaces. Savoir est-ce que je peux inviter des externes et partager du coup des documents, mais aussi l'espace complet. C'est une question à se poser. Est-ce que je partage tout l'espace ou une seule partie de l'espace? C'est quelque chose à creuser aussi au sein de notre gouvernance. Gestion de propriétaire, copropriétaire, ben oui, si on a un des deux qui s'en va, il faut que l'espace puisse continuer à vivre et qu'il y ait toujours un propriétaire qui puisse faire des démarches dans l'espace, parce que sinon, si je mets qu'un seul propriétaire et qu'il finit par s'en aller, eh ben, je peux plus faire de démarches dans mon espace. Et dans ces cas-là, ça va m'obliger à faire des actions techniques et d'administration, ainsi de suite, pour en tout cas rattacher les wagons autour de tout ça. Et puis, il va falloir que je gère toute ma partie stockage et rétention de ma donnée. Est-ce que je conserve ma donnée? Est-ce que j'ai des gestions de suppression de ma donnée? Dans la partie stockage, c'est pareil. Est-ce qu'aujourd'hui, mes utilisateurs peuvent utiliser tout le stockage que j'ai? Je me prends pas la tête, je les laisse ouverts au maximum. Ils utilisent tout le stockage, Je rachèterai du stockage dans Exchange ou dans SharePoint ou SharePoint Online pour pouvoir augmenter mon espace et continuer à pouvoir stocker massivement à l'intérieur. Ça m'est arrivé en fin de compte sur cette partie stockage, parce qu'on a tendance aussi à l'oublier. C'est les métiers, j'allais dire, je reprends mon métier du marketing ou de la com, qui peuvent avoir des fichiers ultra volumineux. Et puis, de base, je dis qu'ils peuvent utiliser toute la ressource qu'ils souhaitent dans mon SharePoint Online. C'était le cas, c'était dans SharePoint Online. Et puis, très vite, ils ont explosé le quota parce qu'ils ont utilisé des terras de données. Voilà. Transparence, on a déjà pas mal de place dans SharePoint Online avec Office 365, on s'en plaint pas forcément. Par contre, on peut, en fonction du stockage des données et de la gouvernance autour de la donnée, on peut se retrouver très vite avec des espaces qui explosent et qui du coup nous empêchent de travailler correctement et de continuer à pouvoir stocker des choses qui peuvent être importantes dans la partie Office 365 ou SharePoint Online ou Microsoft Teams. Alors, je vous ai pas remis dedans la gestion au quotidien de l'espace, mais il y aura forcément un peu de ménage à effectuer dedans et un peu d'animation autour de cet espace. C'est quelque chose qu'on maîtrise plutôt pas mal. Là, par contre, où on se pose pas assez de questions, c'est sur la partie fin de vie des espaces, parce qu'il faut forcément mettre en place un processus d'archivage. Est-ce que je vais archiver mon espace, le conserver quelque part parce qu'à l'intérieur, il y a des données d'entreprise, ou est-ce que j'ai besoin et je peux, entre guillemets, le supprimer, le faire disparaître complètement de mon espace Office 365, parce que soit j'ai récupéré les données, soit c'était un espace qui peut être éphémère, dans le cadre par exemple d'un projet où il y a des documents de travail et finalement les documents finaux, les documents qu'on veut conserver ont été archivés et déposés dans un autre référentiel, et ensuite du coup l'espace d'équipe ou l'espace projet peut tout simplement disparaître. Ça, c'est des questions à vous poser sur lequel on n'a pas forcément les réponses. Il n'y a pas de choses préétablies dans la gestion d'une gouvernance autour des espaces collaboratifs. Il y a des choses qui sont du bon sens et il y a des choses qui relèvent de votre culture d'entreprise et de votre entreprise. D'accord, comme le disait Christophe dans une première session, où la culture d'entreprise a un impact assez fort sur votre manière de travailler. Donc, il faut y penser. Il faut que ça colle à tout ça. Donc, ça, c'est vraiment des ateliers à mener de fond pour vous permettre de répondre à toutes ces questions. Allez, un petit exemple, parce que j'aime bien toute la partie process, vous montrer un petit process de suppression ou d'archivage de vos espaces qui sont en fin de vie, d'accord? Alors,
on est parti, et ça demande un peu de scripting, de se dire que on détecte dès qu'il n'y a plus d'activité sur l'espace, au moins voilà, au-delà de 6 mois, s'il ne s'est plus rien passé pendant 6 mois sur cet espace, dans ces cas-là, il rentre dans notre process de suppression et d'archivage. Donc, ce qu'on va faire, c'est de se dire, je vais envoyer une instruction au propriétaire. Si j'ai bien travaillé, de toute manière, j'ai un propriétaire et un copropriétaire sur cet espace, donc je vais alerter les deux et leur dire qu'est-ce que je fais de cet espace. Est-ce que je le supprime ou est-ce que j'archive cet espace? Ou tout simplement aussi, est-ce que je vais garder cet espace? Si je le garde, entre guillemets, pour moi, c'est la solution la plus simple. Hop, je postpone le problème, je le décale dans 6 mois et on refera une demande dans 6 mois. Sur ce processus, vous allez me dire, ok, c'est bien beau, mais si on répond jamais, il va falloir se poser la question. Si le propriétaire ou le copropriétaire ne répondent jamais à la question, qu'est-ce qu'on fait? Au bout d'un moment, il va peut-être falloir, en tout cas, c'est un conseil que je vous donne, il va falloir archiver cet espace. Ça va au moins bouger le propriétaire à nous dire si oui ou non il en a encore besoin. Donc voilà, soit ensuite il me dit je peux archiver, dans ces cas-là, j'archive l'espace, j'active tout ce qui va bien pour automatiser l'archivage de l'espace et j'archive l'espace, ou j'allais dire un peu plus simple que l'archivage, alors après c'est un choix, mais c'est la suppression de l'espace. Voilà, je supprime l'espace, il disparaît de mon environnement, je récupère la place qui va bien et tout ce qui va bien autour de tout ça. Donc ça vraiment, gardez-le en tête, c'est des processus qu'il va falloir créer. Alors je vous ai montré un exemple de processus de fin de vie. Il va falloir aussi créer un processus, j'allais dire, de création d'espace, de début de vie de cet espace, pour savoir qui le valide, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui le valide et quel template on va utiliser. Alors, c'est bien beau, je reviens sur cette slide parce que voilà, ça expose bien la partie gouvernance autour des espaces collaboratifs. J'allais dire souvent quand c'est géré par l'IT, cette partie gouvernance autour des espaces collaboratifs, on va mettre en place un template et puis l'IT va décider de le déployer ou pas de le déployer. La suite Office 365 pour gérer ce type de process sur un espace, c'est faisable, on sait le faire, soit par des outils directement intégrés dans Office 365, soit avec un peu de PowerShell, avec un peu de Power Automate, un peu de Power Apps, on va être capable de gérer cette gouvernance. Je veux dire, avec un beau Power Apps, on va pouvoir faire une demande de nouvel espace collaboratif, à partir de là, de pouvoir le provisionner, le déprovisionner. Là où on va avoir beaucoup de difficultés, c'est de se dire, comment je fais pour relâcher toute cette gouvernance autour des métiers? Parce qu'aujourd'hui, moi, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas bon en marketing, les besoins et les espaces autour des besoins marketing, je les ai pas, et puis me retrouver copropriétaire de tous les espaces marketing, ça va pas être une grande valeur ajoutée pour l'espace. Dans ces cas-là, il faut que je puisse relâcher la gouvernance, en tout cas, relâcher la gouvernance, déplacer la gouvernance autour, par exemple, des personnes du marketing, la responsable ou du responsable marketing. Et là, par contre, dans Office 365, je vais avoir énormément de problèmes à mettre ça en place. De même, si je veux déployer plusieurs templates fonctionnels, je vais pouvoir commencer à en créer, mais pareil, je ne connais pas forcément tous les besoins métiers dans mon entreprise et tous les besoins, je sais pas, voilà, un groupe projet, je sais qu'ils vont avoir besoin d'un outil de gestion de projet. Par contre, mes commerciaux, quel est le besoin et quels sont les outils qu'ils ont besoin autour de tout ça? Alors, ce sera peut-être un joli rapport Power BI pour voir les ventes, mais ça, voilà, je n'ai pas forcément toutes les informations. On s'est orienté et ce qu'on aime bien, l'outil, c'est la partie Sales Team qu'on a pu tester, qu'on a mis en place d'ailleurs chez Wakers. Ça permet de répondre complètement à ces besoins de gouvernance et comment dire, de cette gouvernance en tout cas au service des métiers, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déplacer la gouvernance, voilà, au marketing, déplacer la gouvernance au service commercial, au service de vente, au service des achats, pour qu'ils retrouvent les bons templates, les besoins, et retrouver surtout des propriétaires et des copropriétaires qui sont en adéquation avec le métier, d'accord? L'outil Sales Team, il s'intègre parfaitement avec Office 365. Je vais avoir un catalogue de l'ensemble de mes équipes et de tous mes templates. Je vais avoir la possibilité de faire de
gouvernance par template et par métier, d'accord. Donc je vais devoir définir tout ça. Ça demande forcément toute une phase de stratégie, d'intégration, de gestion de ma gouvernance. Et puis ensuite, ça va répondre complètement. Ça va automatiser toute ma suite et ça va vous faire gagner un temps précieux. Comme vous dites, vous pouvez faire du Power Apps, vous pouvez faire du Power Automate, vous pouvez faire du PowerShell. Ça va vous prendre beaucoup de temps. Le maintien va être très compliqué. Sales Team, ils font ça super bien. Donc, ça sert à rien de réinventer toute la roue. Regardez un peu cet outil. Je peux, pareil, vous en parler encore plus longuement. Mais là, on me fait signe que ça va être la fin de ma session. Donc, ça tombe, j'allais dire, très bien.